Oui, est-ce que tu peux rapidement me rappeler ce que tu as retenu des deux premières leçons? La première qui était la gestion des forêts tropicales avant le concept de développement durable. Est-ce que tu peux me rappeler rapidement ce que tu as retenu? Abou? Abou? Donc, j'ai demandé si tu pouvais me rappeler rapidement ce qu'on avait vu, ce qu'on pouvait retenir, les points forts des deux premières leçons, à savoir la première qui parlait de gestion des forêts tropicales avant le concept de gestion durable. Donc, ce qu'on pouvait noter pour la première leçon, c'est qu'avant cette notion-là, on a un peu vu comment est-ce que les forêts étaient gérées avant les années de l'indépendance. C'était essentiellement une exploitation faite par le colonisateur. Donc, c'était des ressources ligneuses qui étaient extraites. On avait certes une exploitation par les populations locales pour la construction, l'énergie, les besoins alimentaires, la pharmacopée. Mais au-delà, on avait aussi une exploitation industrielle du bois qui était extrait des pays colonisés vers le pays colonisateur. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Mais très tôt, les pays colonisateurs même se sont rendus compte du fait que la ressource pouvait venir à épuisement. Donc, il y a eu déjà cette prise de conscience qui a commencé à naître là-bas avant la colonisation. Du coup, il y a certaines réserves qui avaient été délimitées déjà pour une prévision à cette pénurie-là, jusqu'aux années de l'indépendance où les pays colonisés ont pris la relève, puisque pour assurer leur développement, ces pays-là ont fait un choix clair, celui de s'appuyer sur les ressources naturelles et puis l'agriculture. Parlant de ressources naturelles, les ressources forestières tenaient une très bonne place. Donc, on avait une exploitation de type pionnier, de type pionnier. Donc, cela a valu ce que ça a valu parce que en un temps assez court, disons en 60 ans d'indépendance, on a perdu près de 90% des superficies forestières qu'on avait au niveau de la Côte d'Ivoire spécifiquement, mais cela est aussi valable pour toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Mais il y a quand même eu un début de prise de conscience par ces différents États après leur indépendance. Donc, cette prise de conscience est matérialisée par quoi? Par le fait qu'il y avait la mise en place au lendemain de l'indépendance d'administrations forestières. On a eu par exemple la création du ministère en charge des eaux et forêts, le développement d'une économie basée en partie sur l'accroissement des ressources forestières. Face à ça, et pour toujours continuer à assurer la production de bois, on a eu l'intensification de l'exploitation forestière, on a eu la mécanisation aussi, on a eu une industrialisation, j'allais dire partielle, et c'est comme ça que petit à petit, face à la réduction de la ressource, on est parti vers une gestion beaucoup plus rigoureuse de la production de bois. Donc, on a eu une prise de conscience, disons, une expansion du concept de rendement soutenu, parce que les premiers objectifs étaient de pouvoir assurer un rendement assez soutenu. Voilà comment est née la sylviculture, qui renvoie à l'utilisation, par exemple, de techniques fondées sur des bases scientifiques, biologiques, visant à contrôler et à guider le développement des forêts de manière rationnelle afin de conserver et d'améliorer la capacité de production naturelle des ressources ligneuses. Donc, cette logique de rendement soutenu-là avait pour base de maintenir et si possible d'accroître le potentiel productif des unités forestières
en bois et d'assumer du coup l'approvisionnement à long terme. Il y avait quelques aspects positifs parce que la prise en compte de quelques critères de cette façon de voir les choses a été employée même dans certains pays tempérés. Donc, ça a contribué à l'amélioration des pratiques d'exploitation. Toutefois, au niveau des pays tropicaux, notamment dans nos pays colonisés, il y avait quelques handicaps, notamment la période plus ou moins longue de maturation, j'allais dire, pour les espèces natives. Il y avait aussi le fait que l'agriculture, puisque je le disais tantôt, la plupart de nos pays ont basé leur développement sur l'agriculture et puis l'exploitation des ressources naturelles. Il y avait le fait que l'agriculture empiétait sur ce qu'on avait comme ressources forestières. Il y avait aussi le fait que les ressources forestières non ligneuses n'étaient pas suffisamment prises en compte. Donc, petit à petit, on est passé de cette logique de rendement soutenu au concept d'aménagement forestier, où on recherche à pérenniser cette ressource-là. Alors que d'un côté, on cherchait à assumer la rentabilité ou un approvisionnement intensif. Là, au niveau du concept de l'aménagement forestier, on est plutôt focus sur la production forestière, la pérennisation, pardon, des ressources forestières. Donc, des coupes réglementées et planifiées dans le temps. Au-delà de cette pérennisation, ou du moins de ce concept d'aménagement forestier, on a aussi des initiatives de la société civile qui tendaient vers le cours de certification, qui était une autre forme de coercition, une pression de la société civile et de certaines organisations sur la légalité du bois qui était vendu. C'est un peu la conception un peu écologique de l'exploitation forestière qui se mettait en place. Et progressivement, nous sommes allés vers une gestion participative, parce qu'une des limites de cette gestion forestière était le fait qu'on ne prenait pas en compte l'aspect sociétal. Ça, c'est pour ce qui concerne la première leçon. Pour la deuxième leçon, oui, viens. Oh oui, c'est la même diapositive. Non, je voulais vite faire un prépa que des étudiants ils viennent, comme ils ne sont pas là. Donc, j'ai rappelé juste ce qu'on avait fait. Et puis là. Ouais, je suis là, monsieur. Ah, non, tu n'as pas à t'en faire. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc, pour la leçon 2, on a plutôt vu comment est-ce que progressivement, le développement durable a eu sa déclinaison au niveau des ressources forestières, où on allait beaucoup plus parler de gestion durable des forêts. On a commencé par rappeler le fait que petit à petit, la prise en compte d'une conscience, j'allais dire internationale, venait du fait qu'il y avait certaines catastrophes qui se déclenchaient pour lesquelles le pays ne pouvait pas à lui seul faire face à ces catastrophes. Voilà comment il y a eu cette prise de conscience au niveau international et ce qui allait progressivement déboucher sur Rio. Et on a commencé par faire le constat sur les pertes des superficies forestières, tant dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Voilà comment on a rappelé l'agenda 21 de Rio, au cours duquel c'est vrai qu'il n'y a pas pu avoir d'entente formelle entre les pays en développement et puis les pays déjà développés, parce qu'ils s'accusaient mutuellement. Toujours est-il qu'ils ont permis de prendre un certain nombre de textes qui allaient être le support de certains textes qui allaient être beaucoup plus contraignants pour la suite. Ce qui va nous permettre de déboucher sur la leçon 3. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé des Rio, non? Oui. Mais dans la leçon 1, n'est-ce pas mentionné? J'étais à la leçon 1, j'ai rappelé la leçon 2. C'est maintenant que j'arrive à la leçon du jour. Sinon, on avait fait 1 et 2. Donc, c'est la leçon 1 qui est restée, mais j'étais en train de rappeler la leçon 1 et la leçon 2. Dans l'activité. Dans l'activité. Sinon, au niveau de la leçon 2, quand je reviens rapidement. La leçon 2, on parle des Rio, mais la leçon 1, là, pas pour lui. Oui, mais j'avais déjà fini avec la leçon 1. C'est parce que c'était affiché là, c'est tout.
Hein? Donc, on passe à la leçon 3. Malheureusement, il n'y a rien qui est arrivé. On peut vite finir mon truc et puis viens quitter là. Demain, celui qui va venir me demander pourquoi c'est passé ici. Moi, j'attendais les gens tout le monde. Moi, on a eu le soir, tu te donnes un message. C'est ce matin. Oui, bon, moi je suis là pour défaire les habitudes, c'est ça mon problème aussi. Hein, je suis là pour défaire les habitudes. Heureusement que Loukman était dans les parages, sinon moi je pourrais pour vite faire ça. Et puis après, quelqu'un n'a qu'à venir me demander. Voilà. Mais maintenant, il y a certains collègues qui m'ont conseillé pourquoi est-ce que je vais forcément faire cours. Et le cours est déjà fait, je vais forcément dire que je vais faire cours. Est-ce que c'est sûr que je fais le cours? Je ne suis pas obligé de faire le cours. Ah, tu considères que c'est fait passer dans tous les cas à personne. Voilà, donc on va faire la leçon 3. On parle de la gestion durable et l'institutionnalisation réglementaire. Comme on le disait, institutionnaliser, c'est vrai qu'il y a des textes sur le niveau international, mais il faudrait que ce soit institutionnalisé, c'est-à-dire avec un peu plus de pression au niveau international, mais aussi au niveau national. Donc, on va aller directement. Influence des négociations internationales sur les politiques nationales forestières tropicales. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une série de textes, une série de textes ou de plans d'action qui seront pris et chaque fois, on va passer à un autre test de loi ou à d'autres séries de tests. Chaque fois qu'on va constater des limites à ce qu'on a élaboré. Le premier, par exemple, qui est énoncé ici, c'est le plan d'action forestier tropicaux. Donc, c'est depuis 1985. Normalement, puisque pourquoi ce test a été fait, c'est comment gérer durablement ces ressources, comment les protéger en dur. Donc, l'objectif, c'était de s'attaquer aux éléments moteurs de la déforestation, principalement l'agriculture. Mais bon, le constat, c'est que le processus est centralisé. Je vous rappelle que dans la leçon 2, on avait dit qu'en Rio, l'entente n'était pas parfaite entre les pays en développement et les pays développés parce que autant les pays développés accusaient, ou du moins voudraient des tests contraignants pour les pays tropicaux, les pays en développement demandaient qu'on mette également les forêts tempérées et autres dans ces forêts qui voudraient protéger parce que c'est un peu comme si la pression était d'un seul côté. Donc, vu l'enlisement, on est passé à autre chose. Les programmes forestiers nationaux. Vous voyez qu'on parle de quelque chose d'international à quelque chose qui devient beaucoup plus local. Donc, l'objectif, c'est d'aménager des politiques favorisant le partage des informations et la participation des acteurs, contrairement à la première approche. Donc, la première approche, c'est qu'on supposait qu'il y avait un cloisonnement qui faisait que les acteurs n'étaient pas tous autour de la table. Finalement, le PFN était supposé favoriser cela. On donne ici le nombre de pays qui ont participé avant qu'on arrive au Forum des Nations Unies pour les forêts. Il y a toujours des limites. Promouvoir la mise en œuvre de la gestion du groupe intergouvernemental de forêt et le forum. Ici, le point central, c'est quoi? C'est la mise en œuvre, ou du moins la compte du texte contraignant. Parce que jusque-là, on suppose que s'il y a eu des accords que ça n'a jamais été appliqué, c'est parce que les tests n'étaient pas contraignants. C'est-à-dire qu'on pouvait adhérer volontairement. Donc, il n'y avait vraiment aucune contrainte. Toujours est-il que la forêt est petit à petit passée au centre ou bien au cœur des négociations sur le climat. Voilà comment la déclinaison du développement durable va petit à petit insérer la forêt comme un élément indispensable dans ces différents accords. Donc là, par exemple, le point a été fait sur les thèses de loi qui ont été produites jusque-là pour voir si la notion de gestion durable de ces ressources avait été prise en compte et depuis quand. Là, c'est depuis 1971, par exemple, pour la revue qui a été faite jusqu'à 2007, où on a un certain nombre de pays qui ont pris des textes ou qui ont ratifié des textes qui traitent de la forêt ou bien qui abordent le thème forêt. Et puis, les textes de loi juridique liés à cela. Donc, ils ont donné quelques pays, notamment de l'Afrique, ou bien quelques lois qui ont été prises par un certain nombre de pays. Donc, pour tous ces textes de loi
avec des éléments juridiques à l'intérieur qui normalement étaient supposés contraindre les pays à entrer dans une certaine dynamique. Mais quand on regarde, est-ce que la prise de ces textes a été uniforme? Et là, ça nous amène à un draft voilà, qui est beaucoup plus explicite. Voilà comment cette prise de conscience-là a commencé. Ça a commencé timidement dans les années 87-92 jusqu'à atteindre 2001-2005, où, à la faveur de la REC+, la forêt a été placée au cœur de cette histoire de lutte contre les changements climatiques, notamment avec la REC+, c'est-à-dire la réduction des gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation forestière, qui s'adressait plus ou moins aux pays forestiers en voie de développement. Le principe de la REC, c'est que finalement, ces pays-là devraient être payés en griffe récompensés sur la base des efforts qu'ils auraient faits pour conserver la forêt. Je rappelle que la Côte d'Ivoire a intégré ce processus-là depuis 2011. Donc, ça, c'était juste le commentaire de ces textes. On voit toutefois qu'il y a des différences régionales de prise de conscience de ces forêts au cœur de la lutte contre le changement climatique. Là, notamment, on a comparé les pays asiatiques de l'Amérique et puis de l'Afrique. Le constat est clair, c'est qu'en fait, ici, on a les pays de l'Asie où la notion de la forêt a été prise en compte depuis longtemps, il y a une certaine stabilité. Par contre, en Amérique et en Afrique, c'est vraiment à partir de, je dirais, 92 ou 93 que la plupart des textes ont été pondus. Hein. On note quand même que les États-Unis, le continent américain, est largement en tête au niveau des textes pondus. Bon, comme on le sait, en Afrique, une chose est de prendre les textes, et puis l'autre est de pouvoir vraiment appliquer ce texte. Donc ici, il était question d'analyser tous les textes qui faisaient référence à ça. Donc là, on a passé à revenir un certain nombre de choses, où dans les lois qui étaient votées dans les différents pays, quand même la notion de gestion durable des forêts, ou bien sustainable protection, forest management, ces thèmes-là apparaissaient pour mettre ces ingrédients de forêt dans la lutte contre le changement climatique. Ce qui n'était pas le cas. Et ça, c'est l'application au niveau national de tout ce qu'il y avait comme réglementation ou bien texte que ces pays avaient ratifié. Mais on rappelle simplement que tout ce qui est fait a quand même hérité de ce qui existait. Réaffirmation de la souveraineté de l'État, c'est-à-dire que les forêts, finalement, sont la propriété de l'État. Ça, cette réaffirmation revient. Restriction des droits d'utilisation. Comme ça appartient à l'État, c'est-à-dire tout usage maintenant doit faire l'objet d'une autorisation faite de la part de l'État. Hein? La modernisation des politiques forestières, donc normalisation des réglementations de gestion et puis élaboration des plans d'aménagement. C'est-à-dire, quand on te confie finalement une forêt, l'État va avoir une idée claire de ce que tu veux faire de cette forêt-là, ne pas qu'il y ait de débordement. Et puis, on a fait progressivement entrer les études de cartographie parce que ceux qui parlent de forêt, il faudrait savoir où se trouve cette forêt et puis quelle est sa superficie et puis la généralisation des plans d'aménagement. La généralisation, ça veut dire que finalement, comme je l'ai dit initialement, il faut un plan d'aménagement pour une forêt, c'est-à-dire qu'on ne tient pas et on ne se met pas à exploiter sans savoir exactement où on va. Ce qui permet de sécuriser le droit des intérêts industriels, en dit qu'un modèle d'attribution sous forme de concession forestière, oui, ça se fait. C'est l'exemple un peu des forêts classiques que nous avons ici, parcs nationaux. On peut concéder ça, mais c'est balisé par un certain nombre de choses. Parce que l'État, à lui seul, ne peut pas déléguer la gestion d'une exploitation des ressources du domaine forestier de l'État à une entité sous conditions contraignantes. Oui, pas la concession. Les avantages fiscaux poursuivis, oui, pour faciliter ça. Oui, c'est le rôle de l'État. Généralement, ceux qui pratiquent ça, et ça, je l'ai vu au Gabon, il y a des facilités en termes fiscaux qui sont faits. Là-bas, par exemple, il y a une zone franche qui a été créée où l'industriel du bois qui vient s'installer et qui remplit toutes les conditions, je pense qu'il est exonéré de certaines taxes sur 10 ans. Voilà, tout ça pour faciliter cette gestion forestière. La reconnaissance de la gestion participative. Parce qu'initialement, et ça, on le constate à tout moment, quand une possession, par exemple, est attribuée à un particulier, c'est un peu comme les autochtones n'étaient pas pris en compte. Alors que ça fait, c'est un des principes
un des critères qui fondent ce qu'on appelle la gestion participative. C'est vrai, on a le volet économique, on a aussi le volet social, avant de voir le volet environnemental. J'ai de l'union tout à l'heure. La révision des espaces forestiers à vocation non commerciale. L'intégration de la gestion durable des forêts dans la législation nationale. Oui, on a vu tout à l'heure. Donc, voilà qu'on a eu la création des aires protégées, des forêts classées, des forêts de serment, etc. Vers une meilleure application des lois, le contrôle de la légalité. En fait, on prend conscience du fait que c'est vrai que tout ceci est adopté comme des lois et tout le reste, mais son application reste très conflictuelle. Problème de gouvernance et application des textes juridiques reste une préoccupation. Quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire qu'on connaît très bien, ça a été fait, mais l'application reste très complexe. Ouais, il y a beaucoup d'explications, mais là, on ne va pas rentrer dans ces explications. Toujours est-il qu'il y a des textes de loi. Malheureusement, on se rend compte que tout ce qui est contraignant vient d'ailleurs. Là, par exemple, on évoque le programme d'action du G8. Bon, là, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, donc ils vont dicter un certain nombre de choses parce que finalement, la demande sur le marché, c'est eux qui le font. Donc, s'ils disent non, on ne va payer votre marchandise à cette condition, peut-être qu'on peut s'aligner. On dit le G8 depuis 1980 a entamé une série d'actions visant à évaluer la nature et l'étendue du commerce du bois illégal. Bon, là, quand on dit illégal, il faut faire très attention parce que si c'est bien à boycotter, ça peut être très compliqué pour nous. On va laisser le FLEG, les plans d'action. C'est Forest Law Enforcement, Governance and Trading. C'est simplement le respect des réglementations pour la gouvernance et le commerce du bois international qui également tente à renforcer la gouvernance au niveau de l'offre des pays, l'importation de bois vers l'Europe, la mise en accord de partenariats volontaires et la mise en œuvre d'un système de traçabilité. Traçabilité pour éviter d'avoir du bois illégal. C'est ce genre de pression, par exemple, qui passe dans nos pays. Bizarrement, on a du mal nous-mêmes à nous imposer cette rigueur-là. C'est toujours une pression, j'allais dire, qui vient d'ailleurs. Et là, on a une autre contrainte qui est plus ou moins venant de la société civile, j'allais dire. Loi américaine d'entrain, contrôle, pénalisation du commerce, 2008. Loi intégrant les bois tropicaux, États-Unis, premier pays, cadre juridique, bon, c'est la même chose. Pour les circuits commerciaux qui existent, ils commencent déjà à jeter un peu. Qu'est-ce qui se passe? Parce que jusque-là, quand on a parlé de flex, c'était plutôt européen. Là, c'est le volet américain, parce qu'eux aussi demandent ce produit-là. Ils commencent à dire non, si c'est du bois illégal, on ne le paiera pas. Voilà. Donc, ça, c'est la leçon numéro 3. Normalement, on devrait pouvoir s'arrêter là. Mais on va faire une pause d'une quinzaine ou d'une vingtaine de minutes et puis on revient pour la leçon qui va suivre. Est-ce qu'il y a des questions? Vous n'avez pas de questions, c'est ça? C'est arrêté dans le second.